Imagine, tu ouvres ton navigateur et tu te retrouves devant un type massif, veste noire, oreillettes et bras croisés. Il ne te dit pas bonjour, il te regarde et lâche juste. Âge? Pas Quel âge as-tu? Non, plutôt. Prouve-le. Internet jusqu'ici c'était la place publique. Tu pouvais passer, observer, apprendre, parfois te taire, parfois parler sous pseudo. Et là ça devient une entrée de type boîte de nuit. Désolé, c'est filtré. On nous dit, C'est pour protéger les mineurs. comme on disait autrefois, C'est pour lutter contre le terrorisme. ou plus récemment. C'est pour lutter contre le crime. Et c'est vrai que ces problèmes existent et qu'ils sont sérieux, mais vous remarquerez que plus vous faites de concessions sur votre vie privée, plus la situation s'aggrave. Ça veut dire que toujours plus de surveillance et toujours plus de données ne sont pas la solution au problème. C'est juste un sparadrap sur une jambe de bois. Comme toute solution technologique, la surveillance et ses outils résolvent des problèmes, mais en créent de nouveaux, souvent plus compliqués. C'est donc une spirale sans fin qui avantage les entreprises qui vendent ces solutions de surveillance, les entreprises de stockage de données, les publicitaires et, au miracle, les gouvernements. Dans cette vidéo, on va parler des problèmes d'âge, de sécurité et de démocratie, comment on vous propose de les traiter, quels sont les inconvénients et les avantages, mais aussi les alternatives, et ce qu'on ne doit surtout pas accepter sous peine de dictature. Oui, le mot est lâché et il n'est pas exagéré ni complotiste, la vérification d'âge arrive avec d'autres mesures comme la monnaie digitale et le Digital ID pour parfaire un cadre antidémocratique qui se refermera sur nous comme un piège. Alors, prêt pour ce voyage inquiétant? C'est parti, ouvrons les yeux ensemble. Alors on pourrait croire que tout ça est un débat technique, une pop-up de plus avant d'accéder à un contenu, une sorte de ceinture de sécurité numérique. Mais c'est précisément comme ça que les grands basculements commencent. Pas avec une révolution, avec une formalité. Et la vérification d'âge est une formalité qui a une propriété étrange. Elle a l'air petite, mais elle oblige à choisir une architecture de société. Expliquons un peu cela. Alors d'abord, on doit dire que le point de départ est légitime, et c'est ça qui rend le sujet dangereux. Oui, il y a des contenus qui ne devraient pas être accessibles à n'importe quel âge. Oui, il y a des plateformes qui ont profité de ce flou. Oui, les parents ne peuvent pas porter seuls le poids de l'internet. Donc le moteur politique est puissant. On va enfin mettre des barrières. Et personne ne veut apparaître comme celui qui s'y oppose. Sauf que la question n'est pas Barrière ou pas barrière? la question c'est quel type de barrière et surtout qui décide de ce qui se passe et de ce qui ne se passe pas. Parce qu'un contrôle d'âge ce n'est pas seulement une réponse oui-non bien évidemment, c'est une chaîne, une preuve, un intermédiaire, une trace, une conservation, une responsabilité. Et dans une chaîne, le maillon le plus invisible devient souvent le plus déterminant. Ceci dit, venons-en à l'infrastructure. Cette vérification inclut une illusion dangereuse. Dans la plupart des conversations, on entend Mais enfin, on ne demande pas ton identité, juste ton âge. c'est là que ça devient explosif, parce que l'âge n'existe pas en l'air. Pour prouver son âge, on doit prouver quelque chose qui le porte. Un document, une biométrie, un compte, un historique, une attestation. Autrement dit, on introduit un mécanisme d'identification, même partielle. Et dès que ce mécanisme existe, il attire naturellement deux forces. La première force, c'est la force de la sécurité. On doit éviter les contournements, donc il faut renforcer. La deuxième force, c'est la force de l'efficacité. Tant qu'on y est, autant utiliser ce système ailleurs. Et là, on n'est plus dans une mesure ponctuelle, on est dans une infrastructure. Un autre point à considérer, c'est l'effet cliquet. Il y a un phénomène très simple. Une fois qu'un contrôle est installé, il est difficile à retirer. Parce qu'il crée des habitudes, il crée des contrats, des prestataires, des bases de données, des normes. Et l'exception est doucement et progressivement acceptée socialement. En silence, personne n'en parle plus. C'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. Un outil qui permet de serrer, mais jamais de se desserrer. Expliquons cela pour la vérification d'âge. Au début, c'est Que pour les sites X, puis pour les plateformes Y, puis pour les comptes connectés. et un jour on te dit De toute façon, c'est déjà en place, les gens y sont habitués, mettons-le partout. ce glissement ne nécessite pas de complot, il suffit d'un raisonnement bureaucratique tout à fait banal. Si on a un outil qui marche, on veut qu'il marche partout. Maintenant que le danger de généralisation est expliqué, expliquons les conséquences. Le vrai coup, c'est la fin de l'accès discret à l'information. On sous-estime un truc. L'accès discret, c'est un besoin normal, pas un truc de criminel, un truc d'humain. Par exemple, lire des documents sur la dépression, chercher des informations sur une maladie, comprendre sa sexualité, s'informer sur des sujets politiques polarisants, demander de l'aide. Dans un monde
monde où tout est potentiellement rattachable à toi, le cerveau fait un calcul, est-ce que j'ai envie de cette traçabilité? Et souvent, la réponse est non. Du coup, il n'y a pas forcément d'alternative, tu ne cherches pas, tu renonces, tu te tais, c'est un effet silencieux mais énorme. Parce que la liberté d'expression ne se limite pas à parler, elle inclut la liberté de lire, penser, explorer sans être observé. C'est exactement ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux chinois ou russes, mais ici, on parle de la France. Finalement, voilà le paradoxe final. Plus on veut sécuriser, plus on fabrique une cible, c'est-à-dire nous. Une autre conséquence souvent constatée est que la vérification d'âge et la vérification d'identité poussent naturellement à centraliser. Et centraliser, c'est pratique, jusqu'au jour où ça casse. Quand tu rassembles des preuves d'âge, des scans de documents, des données biométriques, des attestations, tu crées un endroit où ta vie privée se concentre. En cybersécurité, on pourrait appeler ça un pot de miel. Moi, j'appelle ça un appel d'offres pour les hackers. Cette base centralisée est une tentation incroyable pour les voleurs d'informations. Et là, on retombe sur le paradoxe. On prétend protéger les mineurs et on peut finir par constituer des gisements de données sensibles très attirants pour ces hackers. Et vous le savez, en cas de fuite, c'est des problèmes incroyables pour les victimes et ce pendant des années. Donc oui, vérifier l'âge, c'est un objectif qui paraît simple, mais la manière de le faire change tout parce que derrière ce 18+, il y a 3 choix qui décident du futur. Est-ce qu'on construit un contrôle minimal ou un contrôle réutilisable? Est-ce qu'on privilégie une preuve sans identité ou avec identité? Est-ce qu'on crée une barrière qui protège ou une barrière qui dresse un registre? Et maintenant, on va ouvrir le capot parce que la vraie question c'est comment ces systèmes peuvent vérifier l'âge et quel est le prix à payer dont personne nous parle. Nous verrons ici qu'il y a plusieurs manières de vérifier l'âge. L'une peut sembler moins intrusive qu'une pièce d'identité dont on a déjà parlé, c'est la vérification par IA. Mais comment une IA peut deviner mon âge et est-ce fiable ? Ouvrons un peu le capot, parce que ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement est-ce que ça marche, mais c'est aussi qu'est-ce que le système apprend sur moi pendant qu'il fait sa vérification. Et pour apprendre ça, il faut accepter une idée simple mais dérangeante, l'IA ne connaît pas mon âge, elle mise dessus. En effet, elle ne fait pas une lecture d'état civil, elle fait un pari statistique, un pari qui peut être très bon et pourtant très dangereux parce qu'on va lui confier un pouvoir binaire, je passe ou je ne passe pas. Donc la première méthode, c'est le scan du visage. Mais l'IA ne voit pas un visage, elle voit des indices, des formes, des distances, des textures, des micro-détails, des proportions. Elle ne se dit pas, tiens, c'est Jeanne née en 2007, elle se dit, dans mon monde de données apprises, ce visage ressemble à ceux qui ont souvent tel ou tel âge. Et c'est là le premier twist. La réponse de l'IA n'est pas ton âge, c'est à quel groupe d'âge la personne ressemble. Ça marche bien quand les différences entre les groupes sont énormes, ça devient fragile quand on approche des zones grises. Et évidemment, la zone grise la plus explosive, c'est celle où la loi a posé un interrupteur, la majorité. Autrement dit, on demande à un système probabiliste de trancher comme un juge sur des données statistiques. Ça ne produira pas d'erreur, mais c'est juste pas adapté à la solution. Un test complémentaire qui améliore la fiabilité des scans de visage, c'est les tests de vivacité qu'on appelle aussi les liveness tests. On cligne des yeux, on tourne la tête, on ouvre la bouche, etc. Tout ça pour prouver qu'on est une personne réelle, pas une image. Sur le principe, c'est logique, mais sur le terrain, c'est un peu plus ambigu parce que ce test ne prouve pas qui je suis, il prouve qu'il y a quelque chose qui bouge devant la caméra. C'est un détail, mais il est quand même assez énorme comme détail. On ne vérifie pas une identité, on vérifie une performance. Et un système basé sur une performance attire immédiatement des gens qui apprennent à jouer la scène. Pas besoin d'être un génie, il suffit d'être motivé, et ce qu'on est en train de construire sans le dire, c'est un petit théâtre. On joue à l'adulte, l'IA joue au détecteur, et le résultat, c'est un billet d'entrée. Alors, il y a déjà eu des cas où des enfants se sont amusés à se dessiner des moustaches avec un stylo sur le visage, et ça a réussi à tromper une IA de scan facial. Troisième méthode, le profilage comportemental. Là, on ne donne pas son visage, on donne une histoire. Le système observe mes goûts, mon langage, mes interactions, mon réseau, les lieux où je me balade, mon environnement social, etc. Il en déduit un âge probable. Ce n'est pas un pari sur le visage, c'est un pari sur le profil. Et c'est précisément ce qui rend la méthode fascinante, mais aussi inquiétante. Un contrôle d'âge devient un exercice de lecture psychologique. Tu n'es plus un utilisateur, tu deviens un profil narratif. Et plus le système veut être précis, plus il veut se nourrir de détails concernant les utilisateurs. Donc il faut
faut regarder des vidéos ou des documents plus longtemps, il faut collecter plus large, il faut corréler. Le contrôle d'âge devient une excuse parfaite pour faire ce que beaucoup rêvaient de faire, collecter des données vastement pour comprendre les gens à grande échelle. Autre solution, la télémétrie. Ici, personne ne demande rien. C'est l'outil qui observe comment on utilise l'interface. Vitesse de défilement, précision des gestes, rythme, micro-hésitation, etc. Le genre de signaux qui isolés semblent anodins, mais cumulés deviennent une signature. C'est là que la frontière devient floue, à partir de quel moment une simple ergonomie devient une mesure de la personne, et surtout si on commence à inférer l'âge à partir de la manière d'interagir, qu'est-ce qu'on peut inférer d'autre? Attention, je ne dis pas que tout le monde le fera, je dis que la porte existe, et une porte technique ouverte attire toujours quelqu'un quelque part qui se demande « et si on utilisait ceci pour autre chose ?» Alors comme exemple d'usage peut-être détourné, on pourrait imaginer qu'on devine à partir du comportement si une personne est enceinte. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Dernière solution, les métadonnées. Là, ce n'est plus le corps ou le langage, c'est l'environnement numérique. Le nom de l'adresse mail, les services associés, le réseau social, etc. Le système ne regarde pas la personne, il regarde son environnement, sa trace, son nom. Et ça aussi, c'est un twist important. On peut tous vouloir être discret, mais notre écosystème, lui, parle souvent à notre place. Finalement, quelle que soit la méthode, la machine confond Ressemble à et est, c'est sa nature, ce n'est pas un défaut technique ou moral, c'est la statistique qu'elle utilise, mais quand on transforme ressemble à en droit d'accès, on change la statistique en frontière. Et une frontière implique deux choses, des erreurs, parce que les gens sont tous plus variés que des jeux de données, et deuxièmement, des contournements, parce que les gens sont plus inventifs que les règles ou que les statistiques. Ce qui nous ramène à une conséquence très concrète, plus on s'appuie sur l'IA pour décider qui passe, plus on va devoir ajouter des couches, des exceptions, des alternatives, des surcontrôles. Et chaque couche rajoute du bruit, des données, des faiblesses. Conclusion, l'IA ne devine pas notre âge, comme le ferait une personne, elle le devine comme un casino très intelligent, avec des probabilités, des signaux et des corrélations. Et maintenant qu'on sait comment elle fait, la vraie question devient presque inévitable. Si tout ça produit de la donnée sensible, où est-ce que ça finit? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand la donnée fuit ou quand quelqu'un décide de la réutiliser de manière malveillante? C'est exactement ce qu'on va voir dans le chapitre suivant, les coûts réels et invisibles de ces systèmes. Il y a une phrase que j'entends souvent et qui paraît raisonnable. si c'est pour protéger les enfants, alors ça vaut le coup. Le problème, c'est que l'effort n'est pas un effort, c'est une dette. Et comme toutes les dettes, tu ne la vois pas au moment où tu signes. Tu la découvres plus tard et avec les intérêts. Parce que le coût réel de la vérification d'âge n'est pas seulement un selfie, un document. Le coût réel, c'est l'architecture qui se crée autour. Et cette architecture a deux caractéristiques. Elle est désirable pour le pouvoir et pour le business, et elle est fragile parce que tout ce qui est centralisé finit toujours par fuiter. Commençons par le plus simple. Une information numérique qui s'échappe, c'est une information perdue. On ne sait pas qui la copie, combien de fois elle a été copiée, qui l'utilise et pourquoi faire. Et certaines données, quand elles sortent, ne reviennent jamais. Un mot de passe, tu peux le changer, un numéro de carte bancaire, tu peux le bloquer, mais une identité officielle, une biométrie faciale, une preuve qui te lie à une action. Tu ne peux pas changer de visage, ni effacer une copie déjà partie. C'est la différence entre une fuite gênante et une fuite structurante. Et c'est exactement pour ça que ces systèmes deviennent un aimant pour les attaques. Ils contiennent des choses rares, précieuses, durables. Ensuite vient un phénomène presque mécanique. Pour que le contrôle fonctionne à grande échelle, on centralise. On centralise des preuves, on centralise des jetons, on centralise des attestations, on centralise des règles, des logs, des traces de passage. Et le jour où tu centralises, tu fabriques un trésor. Pas un trésor pour toi, un trésor pour quelqu'un d'autre. C'est le fameux pot de miel dont on a déjà parlé. Et ce qui est pervers, c'est que plus tu veux être sérieux et robuste, plus tu rends ce pot de miel attractif. C'est le paradoxe de la sécurité, la solution crée la cible. À ce stade, un détail devient capital. Même si le système promet on ne garde rien, on anonymise, on chiffre, le simple fait de devoir prouver quelque chose te pousse vers une logique de personne. Parce qu'en pratique, quand un site veut être certain, il ne veut pas seulement savoir si on est 18+, il veut savoir que la personne ne contourne pas, ne recommence pas une action, ne triche pas. Et là, tu vois la dérive.
on passe de l'âge à la continuité, et la continuité à l'identifiant, et de l'identifiant à la corrélation. Ce n'est pas forcément annoncé, mais c'est le besoin fonctionnel qui pousse dans cette direction. Et c'est comme ça qu'une barrière devient un système de suivi, pas par malveillance, par pure logique. On a parlé de preuves, de documents, de biométrie, mais il existe une forme de données encore plus sournoise, les métadonnées. Tu peux prouver une propriété oui-non avec les meilleures technologies du monde, mais si on connaît ton adresse IP, ton heure précise de connexion, ton appareil, ton navigateur et la manière dont ton trafic se comporte, alors on peut souvent recoller les morceaux. C'est ça le drame moderne, tu peux masquer le contenu, mais l'ombre du contenu suffit parfois à te reconnaître. Pire, suffisamment de métadonnées suffisent à remplacer un accès aux données elles-mêmes. Et dans le contexte d'une vérification d'âge, cette ombre est extrêmement révélatrice, parce que tu ne prouves pas « je suis majeur » dans le vide, tu le prouves à un moment, pour un service, dans un contexte, le secret fuit par les bords. Maintenant, ajoutons une dimension moins visible, l'incitation économique, parce qu'un marché apparaît, vérification, identité, assurance d'âge, tu obtiens des acteurs dont le modèle de survie dépend du même carburant, la donnée. Même si les règles interdisent la revente, même si les contrats promettent la minimisation, la tentation existe. Mesurer plus, conserver plus, corréler plus. Parce qu'un contrôle d'âge, ce n'est pas juste un contrôle, c'est une source d'attributs, âge estimé, niveau de confiance, appareil, réseau, comportement, etc. Tout ce qui peut améliorer la précision améliore aussi la valeur du profil. Et à partir du moment où tu peux améliorer, tu peux monétiser subtilement, par segment, par probabilité, par score. Et là, on en revient au cœur moral du sujet. Les enfants, par définition, ont une exposition longue devant eux. Une fuite de données liée à un mineur, ce n'est pas juste un incident, c'est potentiellement une trace qui traverse l'adolescence et arrive jusqu'à l'âge adulte. C'est aussi une normalisation psychologique. Si un enfant grandit en pensant que tout accès passe par un scan, alors la vie privée n'est plus un droit culturel, c'est une anomalie. Et ça, c'est une perte invisible, mais immense. La génération qui vient apprend que le monde fonctionne sous badge. Voilà le point où le chapitre devient vraiment inquiétant et intéressant. Une infrastructure de preuves, une infrastructure de jetons, une infrastructure de contrôle d'accès, ce sont des systèmes génériques. Tu peux les brancher sur la pornographie, tu peux les brancher sur les réseaux sociaux, tu peux les brancher sur les forums, tu peux les brancher sur les services publics, tu peux les brancher sur la finance. Et c'est là que la question devient plus grande que l'âge. Est-ce qu'on est en train de bâtir une machine qui saura dire tu peux entrer ou tu ne peux pas? Parce que la liberté dans la vraie vie, ce n'est pas seulement parler, c'est pouvoir vivre sans demander la permission à une machine. À ce stade, on sait trois choses. Premièrement, le coût, ce n'est pas le selfie, le coût, c'est la trace. Deuxièmement, le risque, ce n'est pas l'intention du jour, le risque, c'est la réutilisation de demain. Troisièmement, le danger n'est pas seulement la surveillance, c'est la dépendance. Et maintenant, la suite est presque inévitable. Si le système collecte, si le système centralise, si le système crée des points de passage, est-ce que ce système est réellement efficace ou est-ce qu'il est surtout contournable? Et si on peut le contourner facilement, alors pourquoi demander autant de données à tout le monde? C'est exactement ce qu'on attaque dans le prochain chapitre, les contournements et ce qu'ils révèlent sur le théâtre de la sécurité. Il y a un test très simple pour juger d'une mesure numérique. Ce n'est pas « est-ce que ça sonne bien dans un communiqué de presse ?» c'est « qu'est-ce que ça arrête réellement ?» Parce que dans le monde réel, un dispositif de contrôle a toujours deux effets en même temps. Premièrement, il bloque une partie des gens, c'est le but. Deuxièmement, il déplace le comportement des autres. Et c'est là que les contournements deviennent un sujet central, pas comme une astuce de geek, comme un révélateur. Les contournements disent quelque chose de très profond. Quand une barrière est franchissable, elle sélectionne surtout les honnêtes gens, les tricheurs la franchissent. On imagine souvent un ado dans une cave avec un hoodie et un écran. En réalité, beaucoup de contournements sont presque domestiques. Un adulte du foyer, une photo générée par IA,
un document prêté, un code acheté. C'est important parce que ça casse l'illusion. Tu peux construire le système le plus sophistiqué du monde et te faire battre par le principe le plus simple, la substitution. Si la question est « As-tu 18 ans ?», la réponse la plus efficace, ce n'est pas toujours « Prouve-le ». Ça met le régulateur dans une impasse. Pour protéger la substitution, il faut vérifier la personne, pas l'âge. Et à partir de là, on glisse sur autre chose, l'identification. Ensuite, tu as les contournements techniques. Et eux, ils ont une propriété inquiétante, ils se diffusent comme des tutoriels. Une méthode trouvée une fois devient un pattern, elle se copie, se partage, se package, se vend, elle devient un service. Et là, la barrière ne protège plus. Elle crée un marché parallèle, un marché du franchissement. C'est le moment où tu dois te poser une question froide. Si on doit déployer une collecte massive pour obtenir un bénéfice partiel, est-ce que le coût vaut le résultat obtenu ? Parce que si l'efficacité réelle est très limitée, alors l'infrastructure de contrôle n'est plus un outil de protection, c'est un système de friction avec un rendement incertain. Il y a aussi un aspect presque philosophique. Quand un contrôle repose sur une performance, bouge la tête, cligne les yeux, etc., il se transforme en jeu. Et tout jeu finit par produire des joueurs. On ne contourne plus un système, on apprend à le battre. Et c'est là que le débat change de nature. Il n'est plus dans protéger les mineurs, il est dans organiser une course entre le système et les utilisateurs. Et une course a toujours le même carburant, l'escalade. Plus le contournement existe, plus on renforce. Et comme on l'a déjà vu, plus on renforce, plus on collecte, plus on centralise, plus on risque la fuite. C'est un cercle vicieux. Et puis, il y a le grand totem du sujet, le VPN. Pourquoi c'est important ? Parce que le VPN ne contourne pas une caméra ou un formulaire, il contourne la juridiction. Il dit « je me place dans un endroit où la règle ne s'applique pas ». Le VPN révèle une vérité brutale. Dans un monde connecté, le contrôle par les frontières est fragile. Et quand le contrôle par frontières est fragile, deux options apparaissent. Soit on accepte une part d'inefficacité, soit on essaye de réduire la capacité de se protéger en limitant les outils de confidentialité. Et là, tu comprends pourquoi le VPN est plus qu'un outil. C'est un débat sur le droit à la discrétion. Parce qu'un VPN, ce n'est pas seulement je veux voir un contenu interdit aux mineurs, bien entendu, c'est aussi je suis journaliste, je suis militant, je suis dans un pays qui censure, je ne veux pas être profilé, je veux éviter le tracking. Donc, quand le débat glisse vers il faut empêcher les VPN, ce qui est déjà le cas en France, on ne parle plus uniquement d'âge, on parle de la possibilité même de se déplacer dans un réseau sans être transparent. On en arrive au point le plus intéressant. Les contournements forcent un choix que personne n'ose dire à voix haute. Pour rendre un contrôle d'âge réellement difficile à contourner, il faut généralement vérifier l'identité, multiplier les signaux, réduire l'anonymat, durcir les obligations et faire coopérer davantage d'acteurs. Autrement dit, augmenter le pouvoir du système. Donc la vraie question n'est pas peut-on bloquer tous les mineurs, la vraie question est jusqu'où est-on prêt à aller pour réduire un contournement et quel monde ça construit pour tout le monde. Parce que chaque pourcentage d'efficacité gagné peut coûter un gros morceau de liberté à tout le monde. Et là, j'ose une hypothèse simple, qui fait froid dans le dos. Quand un dispositif est à la fois intrusif et contournable, il finit par servir moins à bloquer qu'à habituer. Habitué à montrer patte blanche, habitué à scanner, habitué à accepter l'idée qu'un site peut te demander une preuve, habitué à l'entrée sous permission. Même si cela ne stoppe pas tout, cela change la norme culturelle. Le web devient un espace où l'accès n'est plus libre par défaut, et ça, c'est un changement plus profond que la simple question de pornographie. Donc les contournements ne sont pas un détail embarrassant du système, ils sont le miroir qui révèle sa nature. S'ils sont faciles, le système devient une taxe sur la vie privée des honnêtes gens. S'ils sont difficiles, le système exige une infrastructure plus puissante, donc plus risquée. Et maintenant, on va regarder comment les États réagissent quand ils se retrouvent face à ce dilemme. Certains choisissent l'empilement de pratiques, d'autres la contrainte juridique. C'est notre prochain chapitre, 2 styles de réponse et leurs effets secondaires. À
ce stade, on a une équation que tout gouvernement finit par rencontrer. D'un côté, un objectif politiquement simple à vendre, protéger les mineurs, et de l'autre, une réalité techniquement compliquée, ça se contourne, ça se trompe, ça fuite, ça dérive. Et là où les États se retrouvent face à une question concrète, est-ce qu'on accepte l'imperfection ou est-ce qu'on durcit jusqu'à casser autre chose? Pour comprendre comment ce choix se traduit, on peut observer deux styles presque opposés, presque symboliques, l'Australie et le Texas. Pas comme bon ou méchant, mais comme deux philosophies du contrôle. Premièrement, l'Australie. En Australie, l'idée centrale, c'est une stratégie en cascade. Comme si on disait, une méthode unique ne suffit pas, donc on fait un parcours du plus léger au plus intrusif. Tu commences par des signaux faibles, si ça ne suffit pas, tu montes d'un cran, si ça ne suffit toujours pas, on en arrive à des méthodes plus lourdes. C'est pragmatique, presque humble. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera mieux que rien. Sauf que ce pragmatisme a un prix et il est subtil. Quand tu construis une cascade, tu construis un escalier. Et une fois que l'escalier existe, il devient facile de faire monter les gens. Aujourd'hui, on te dit ne t'inquiète pas, on va commencer léger. Demain, on te dira oui, mais tu comprends les contournements, donc il faut monter d'un cran. Et plus tu montes, plus tu touches à la vie privée. En clair, l'approche australienne n'est pas une méthode, c'est une architecture de progression, et ce genre d'architecture est extrêmement inquiétante pour la vie privée parce qu'elle est pensée dès le départ pour s'étendre. Deuxième cas, le Texas. Le Texas, lui, ressemble davantage à un autre style, la contrainte juridique froide. L'idée n'est pas on va construire le meilleur parcours technique, l'idée est plutôt on va obliger les sites à le faire et sanctionner s'ils ne le font pas. C'est une approche qui mise sur la peur des conséquences, procès, amende, obligation de conformité, et on obtient un effet immédiat, les plateformes réagissent. Certaines bloquent, certaines se retirent, d'autres mettent des barrières rapides. Mais ce style déclenche aussi une dynamique que les textes décrivent très bien. Quand tu durcis par la loi, tu ne supprimes pas la demande, tu la déplaces. Et ce déplacement prend souvent une forme, les outils de contournement deviennent mainstream, le sujet se déplace du contenu vers la matière d'échapper au contrôle, résultat, l'État se retrouve face à une tentation quasi inévitable, s'attaquer non plus aux sites, mais aux outils d'évasion. Et là on franchit une ligne, on ne discute plus de protéger les mineurs, on discute de qui a le droit de se cacher. Deux styles donc. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux styles semblent opposés, mais ils sont poussés par la même force. Dans les deux cas, le contournement agit comme un moteur. Dans la cascade, il pousse à monter d'un cran, dans la contrainte, il pousse à élargir le champ des interactions. Autrement dit, le contournement n'est pas seulement une faille, c'est un accélérateur politique. Et c'est là que le débat devient intéressant. Tu peux commencer avec une intention limitée et finir avec un système beaucoup plus large, simplement parce que le système limité ne produit pas les résultats promis. C'est une loi psychologique du politique. Quand une mesure ne marche pas parfaitement, on ne l'abandonne pas, on la renforce. Alors quel est le meilleur modèle ? L'honnêteté oblige à dire aucun n'est magique. La cascade peut réduire la brutalité d'un tout document, mais elle multiplie les couches, donc les surfaces de collecte et la corrélation. La contrainte juridique peut forcer l'adoption, mais elle tend à provoquer une escalade contre les outils de confidentialité. Et là, on revient au vrai choix, celui qu'on évite dans les débats publics. Un contrôle imparfait mais limité, ou un contrôle plus fort, plus dur, plus efficace, mais dangereux pour les libertés. C'est un arbitrage, et la démocratie, c'est censé être l'art de faire ses arbitrages au grand jour. Et maintenant, je te demande de garder en tête une idée parce qu'elle va devenir cruciale. Quand un État déploie un contrôle, il ne déploie pas seulement une règle, il déploie une capacité. Une capacité qui, une fois installée, cherche toujours à se rentabiliser, en s'étendant à d'autres services, en s'intégrant à d'autres infrastructures, en se connectant à d'autres preuves. C'est là que les choses commencent à se rejoindre avec ce dont on va parler après, les solutions privacy by design d'un côté, et de l'autre, le risque d'une identité numérique qui devient la clé universelle. Parce qu'une fois que tu as normalisé l'idée de prouver un attribut pour accéder, tu es à une étape de normaliser l'idée de prouver beaucoup plus. Donc Australie ou Texas, ce n'est pas juste deux pays, c'est deux façons de répondre à une même angoisse, comment contrôler un réseau qui résiste naturellement au contrôle. Et maintenant, la suite logique, c'est de se demander, peut-on protéger les mineurs sans construire une machine à identifier tout le monde ? S'il existe une sortie par le haut, c'est ici, l'épreuve minimale, la divulgation sélective, les ZKP, d'où verrons ce que c'est, les jetons, bref, les alternatives qui promettent de protéger sans surveiller, c'est notre prochain chapitre.
Jusqu'ici, on a surtout disséqué les risques, collecte, escalade, contournement, centralisation. Alors forcément, une question arrive comme un réflexe. Ok, mais on fait quoi alors? Parce que dire attention ne suffit pas. Il faut une sortie par le haut. Et cette sortie existe, ou du moins en théorie. Sous une idée très simple, presque élégante, arrêter de prouver une identité et commencer à prouver un attribut. Je ne suis pas Pierre né le 12, mais oui, je remplis la condition. Tu vois la différence? C'est comme entrer dans un cinéma, on ne te demande pas de raconter ta vie, on te demande juste de montrer que tu as le bon ticket. Le problème, c'est que sur internet, on a pris l'habitude de confondre ticket et passeport. Les alternatives dont je parle maintenant tentent de réinventer le ticket. Première idée, la divulgation sélective. C'est la philosophie du strictement nécessaire. Le site ne reçoit pas toi, le site reçoit une réponse minimale oui/non. Imagine un bouton 18+, qui ne renvoie rien d'autre. Pas ton nom, pas ton adresse, pas ta date de naissance, juste un signal cryptographiquement vérifiable. C'est le genre d'idée qui semble évidente et qui pourtant change tout, car elle casse un réflexe de l'économie numérique, collecter au cas où. Là, au cas où devient impossible. C'est précisément pour ça que ce genre de solution est politiquement intéressante. Elle redonne du pouvoir aux citoyens par le design. Ensuite, il y a la star des discussions techniques, les preuves à divulgation nulle de connaissances, les ZKP. C'est une idée qui ressemble à un tour de magie, sauf que c'est des mathématiques. Tu peux prouver une affirmation vraie sans révéler l'affirmation elle-même. Tu ne dis pas voici mon âge, tu dis je peux démontrer que je suis au-dessus de ce seuil. Le vérificateur apprend le résultat, pas la donnée. C'est puissant parce que ça transforme la logique. Tu n'envoies plus un document, tu envoies une preuve, et c'est là que la modernité cryptographique est fascinante. Elle permet de remplacer la confiance aveugle par une vérification mathématique, mais, et c'est important, les ZKP ne sont pas une cape d'invisibilité totale. Elles protègent l'attribut, pas forcément l'environnement autour. Mais si la preuve est parfaite, le site peut toujours observer des détails quand tu te connectes, depuis où, avec quel appareil, à quelle fréquence, et ces détails mis bout à bout peuvent reconstruire une identité fonctionnelle. C'est la grande leçon. Une preuve peut être privée tout en laissant un usage traçable. Donc l'objectif réaliste n'est pas zéro trace, l'objectif c'est réduire la trace au minimum et empêcher la corrélation à grande échelle. Et là on comprend pourquoi les alternatives ne sont pas juste un protocole, elles sont une architecture. Une autre piste très concrète, les age tokens ou les jetons d'âge. L'idée est presque old school. Tu fais vérifier ton âge une fois et ensuite tu reçois un jeton utilisable sans te réidentifier à chaque fois. C'est comme un tampon sur la main à l'entrée d'un festival. On ne te demande pas un passeport à chaque stand. C'est intéressant parce que ça réduit la tentation du aller-retour en temps réel avec un tiers. Moins d'aller-retour, moins de corrélation. Mais là encore, le diable est dans les détails. Si le jeton porte un identifiant persistant, il devient une balise. Si le jeton est vraiment aveugle et non liable, il devient un vrai ticket. Donc la question n'est pas token ou pas token, la question c'est token traçable ou token non traçable. On entend aussi parler de l'identité souveraine, SSI, ou d'identifiant décentralisé, DID. Là, l'ambition est plus large, que l'utilisateur contrôle ses attestations, ses attributs, ses preuves, sans dépendre d'un fournisseur unique. C'est séduisant parce que ça remet l'individu au centre, mais c'est aussi plus difficile. Qui émet les attestations? Qui fait confiance à qui? Comment on gouverne les standards? Comment on évite qu'un décentralisé finisse par recréer un monopole déguisé? La SSI est un horizon, mais pas une baguette magique. Et puis il existe un niveau supérieur, les solutions qui ne protègent pas seulement ce que tu prouves, mais aussi les traces de la preuve. Mixnet, réseau de brouillage, notaire anonyme, c'est l'idée de mélanger le trafic, de réduire la possibilité d'associer un acte à une personne par une simple observation du réseau. Ces outils sont précieux parce qu'ils attaquent le point faible de tout le reste, la corrélation. Mais ils ont un coût, complexité, performance, adoption et surtout acceptabilité politique. Parce qu'un outil qui protège vraiment la confidentialité n'est pas juste un confort du utilisateur, c'est une limitation du pouvoir d'observer. Et ça, tu imagines bien que c'est pas toujours accueilli avec des confettis. Voilà le cœur du chapitre. Il y a deux façons de résoudre la vérification d'âge. Soit tu construis un système basé sur la confiance, soit tu construis un système basé sur la minimisation. Les alternatives dont on parle ici appartiennent à la deuxième famille. Elles ne te demandent pas d'être vertueux, elles te demandent une protection structurelle. Elles partent d'un principe adulte, les institutions changent, les gouvernements passent, les usages dérivent.
donc on conçoit un système qui limite les dégâts, même si l'intention devient mauvaise. Donc oui, il existe des moyens de protéger les mineurs sans convertir Internet en un registre d'identité. Mais la question qui arrive juste après est la plus délicate. Quand un grand cadre institutionnel arrive, par exemple un portefeuille d'identité numérique, est-ce qu'il adopte vraiment cette logique ticket ou est-ce qu'il retombe dans la logique passeport? Parce que sur le papier, tout le monde aime la minimisation, mais dans la pratique, il suffit d'un identifiant persistant, d'un log obligatoire, d'un audit mal pensé pour que le ticket se transforme en badge. C'est exactement ce qu'on va examiner au chapitre suivant. Le portefeuille d'identité numérique européen, souvent appelé Wallet, se présente comme une solution moderne, un outil pour simplifier la vie, sécuriser les échanges et éviter d'envoyer ses papiers partout. Sur le papier, c'est séduisant et c'est important de le reconnaître. Si tu veux réduire le chaos actuel, scan de passeport dans tous les sens, prestataire douteux fuite, l'idée d'un cadre plus propre et plus standardisé peut sembler presque rassurante. Mais c'est là que l'histoire devient intéressante parce que le portefeuille européen porte une promesse et dans le même temps, il soulève une question inquiétante. Est-ce qu'on est en train de construire un outil qui protège l'utilisateur ou une clé universelle qui rend l'utilisateur plus vérifiable partout? Tu vois la différence entre un bouclier et un passe-partout. Commençons par le meilleur scénario, celui qu'on vous vend. L'idée est simple, au lieu de photocopier ta vie pour chaque service, tu gardes tes informations dans un coffre sur ton téléphone et tu choisis ce que tu montres. Tu n'envoies pas ton passeport à un site obscur, tu fournis une attestation. Tu ne répands plus les copies, tu fais des preuves ciblées. Et c'est réellement fait comme ça. C'est un progrès immense, ça remplace le désordre par une logique de minimisation et de consentement. C'est la version propre, et il y a même un imaginaire très moderne autour. Un tableau de bord qui te montre ce que tu as partagé, avec qui et quand. Une idée de transparence. Bref, l'Europe te dit en gros, on veut un internet plus sûr, mais sans t'obliger à divulguer ton identité complète à chaque coin de rue. Maintenant, la question qui fâche. Qu'est-ce qui se passe quand ce portefeuille devient standard? Parce qu'il y a une dynamique presque automatique dans le numérique. Quand un outil existe et qu'il est largement compatible, les services finissent par l'exiger. On l'a vu au début, optionnel, puis recommandé, puis nécessaire. Et là, tu peux te trouver dans une situation paradoxale. Le portefeuille est conçu pour te protéger, mais sa généralisation transforme l'accès au service en une succession de preuves. Même si ces preuves sont minimisées, l'acte de prouver devient normal. Et c'est ce changement culturel qui est essentiel. On trouve normal de devoir prouver quelque chose pour exister en ligne. C'est un basculement. Beaucoup de gens pensent que la question se résume à la cryptographie, ZKP ou pas ZKP, double anonymat ou pas. En réalité, les critiques les plus fortes ne visent pas le concept de preuve, elles visent ce qui l'entoure, parce que tu peux avoir une preuve mathématiquement parfaite et quand même obtenir un système corrélable comme on l'a vu. Cela ne va pas forcément révéler ton nom à chaque site, mais à construire un toit stable, un profil d'usage. On peut te reconnaître, donc on peut te profiler. Il y a une tension presque philosophique au cœur de ces systèmes. La démocratie veut de l'audit, de la conformité, de la traçabilité des processus. La vie privée veut du non traçable, du non liable, du minimisé. Et ces deux exigences se battent. Dès que tu dis « on doit pouvoir prouver que le système est utilisé correctement », tu introduis l'idée de garder des traces. Dès que tu gardes des traces, tu ouvres la porte au recoupement. Donc la question devient moins « est-ce que l'Europe veut nous surveiller ?» et plus « est-ce qu'on peut construire un système massivement déployé, auditable, interopérable, sans créer des points de corrélation ?» Et ça, c'est une question d'architecture, pas de slogan. Le double anonymat est une idée brillante sur le principe, séparer l'acteur qui connaît ton identité et l'acteur qui voit ton usage pour qu'aucun ne puisse relier les deux. C'est élégant, mais la pratique est rude, parce que le monde réel adore les recoupements. Si les horodatage se ressemblent trop, si le trafic réseau est observable, si un identifiant technique revient, si l'utilisateur n'utilise le système que pour un type de contenu, alors l'anonymat fonctionnel peut se fissurer sans qu'on viole officiellement le protocole. C'est pour cela que je dis souvent, un système peut être anonyme dans les documents et corrélable dans la vie. Voilà la question qui permet de rester intelligent sans tomber dans la panique. Est-ce qu'il y a une alternative correcte, sans wallet, non intrusive,
minimisante par défaut, sans identifiant persistant, avec des logs limités au strict minimum, contrôlés, audités publiquement et avec un vrai droit à la contestation. Parce qu'un portefeuille peut être un outil d'émancipation. Donc le portefeuille européen, ce n'est pas oui, non, c'est un carrefour. Soit on le conçoit comme un ticket minimal qui protège l'accès sans rendre les gens reconnaissables, soit il devient par petites concessions techniques et juridiques une clé universelle. Et là, la question suivante devient logique, presque inévitable. Qu'est-ce qu'il permet au-delà de l'âge? Qu'est-ce qu'on peut conditionner? Peut-on l'utiliser pour noter, filtrer, sanctionner? C'est le moment où le débat rejoint l'analogie la plus sensible, la citoyenneté conditionnelle et le spectre du crédit social. C'est notre prochain chapitre. Parlons crédit social. Quel rapport avec la vérification d'âge, vous me direz? Le point commun, c'est la mécanique que créent les systèmes de vérification d'âge, car quand l'accès à la vie numérique passe par un identifiant, on peut facilement conditionner cet accès. Et ça, c'est le cœur de l'analogie. Une citoyenneté de droit implique qu'on a tous les droits parce qu'on est citoyen, point. Une citoyenneté conditionnelle implique qu'on a des droits si notre statut numérique est OK. C'est une possibilité structurelle. Et dans l'histoire, les possibilités structurelles deviennent souvent des usages quand les crises réelles ou construites arrivent. À ce stade, on te sert souvent la phrase la plus toxique du débat. Si tu n'as rien à cacher, ce n'est pas un problème. Elle sonne logiquement jusqu'au moment où tu réalises que la liberté n'a jamais été conçue pour protéger seulement les innocents, mais pour protéger tout le monde contre l'arbitraire. Et pour ça, il faut protéger des zones normales de la vie, comme les opinions, la curiosité, les fragilités ou les contradictions. Une société libre n'exige pas que tu sois transparent pour mériter l'accès. Elle suppose que l'accès est normal, donc libre, et que la sanction est exceptionnelle, encadrée, contestable et proportionnée. C'est ce renversement qui inquiète. Quand l'accès devient une permission, la sanction cesse d'être une exception. Elle peut devenir, au contraire, un pouvoir fort des gouvernements. Dans la vraie vie, si un crédit social est mis en place progressivement, il est plus probable qu'il vienne d'une forme beaucoup plus discrète, pas une note brutale et officielle, plutôt une mosaïque de scores invisibles. Risque de fraude, fiabilité, conformité, priorité de contrôle, niveau de confiance. Tu n'as pas besoin d'un score unique pour obtenir un effet de score, il suffit que ces évaluations influencent l'accès à un service, un droit ou une procédure. Et surtout, il suffit que les citoyens ne sachent pas qui les noter, sur quels critères et comment contester. C'est là que l'inquiétude devient rationnelle. La gouvernance algorithmique fonctionne très bien, même sans l'appeler crédit social. Deuxième scénario plus dur, la sanction par clic ou par règle. Pas besoin d'un policier ou d'un juge, un statut numérique suffit. Ton accès est limité, ton compte est bloqué, ton service est refusé. Et ensuite, seulement tu peux demander pourquoi. Cette inversion est capitale. Au lieu d'être jugé puis sanctionné, tu es sanctionné puis tu dois prouver que tu mérites la fin de la sanction. C'est exactement le genre de renversement qui transforme un système administratif en système de contrôle social, même sans intention totalitaire. Parce qu'une fois que c'est automatique, c'est tentant. Ça coûte moins cher, c'est rapide, c'est facile. Et maintenant le scénario le plus mystérieux, et souvent le plus réel, la conditionnalité culturelle. Le moment où les gens intègrent que certains sujets te mettent dans une catégorie, certaines opinions te collent une étiquette, certaines recherches sont mal vues et qu'il faut mieux éviter tout cela. Là, la coercition n'a même plus besoin de frapper. Elle a gagné parce que la société s'autodiscipline. C'est ce que j'appelle la police la moins visible, celle que tu t'installes dans la tête au cas où. Et ce mécanisme peut exister sans dictature officielle. Il suffit que le système soit capable de garder une trace et que les gens le sachent. Mais dire qu'il y a un risque de glissement ne veut pas dire que nous sommes comme en Chine. Les contextes juridiques, les contre-pouvoirs, les cultures politiques sont différentes. Une démocratie peut avoir des garde-fous ou pas, juges, presse, associations, contrôle parlementaire, droit européen. Mais voici la phrase qui doit nous guider. Les contre-pouvoirs sont efficaces seulement si l'architecture ne les rend pas inutiles. Car si tout devient automatique, opaque et techniquement irréversible, les contre-pouvoirs arrive trop tard. Donc la bonne question n'est pas « sommes-nous déjà dans un crédit social ?» La bonne question est « quels garde-fous rendent cette dérive difficile, coûteuse
et risqué politiquement. Voici la partie constructive. Si on veut éviter la dérive citoyenneté conditionnelle, il faut des garde-fous concrets, mesurables. Droit réel au pseudonymat, minimisation obligatoire des données, interdiction des identifiants persistants pour des preuves d'attributs, log ultra limité plus contrôle indépendant. Recours rapide et compréhensible, pas de sanctions automatiques sans décision humaine et traçable, séparation stricte des finalités. Ces garde-fous ne sont pas des anti-technologies, ils sont des pro-démocratie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce que je décris quand c'est mal fait ressemble comme une goutte d'eau à ce que les géants des réseaux sociaux font avec leurs algorithmes automatiques qui donnent lieu à des décisions fausses et frustrantes. Imaginez que cette façon de faire se rapporte à toute votre vie. Impôts, démarches, droits, votes, etc. La frustration engendrée par la moindre propagation d'erreurs et le non-droit au quotidien. Donc l'analogie crédit social n'est pas une prophétie, c'est un avertissement d'architecture. Quand tu construis un système capable de conditionner l'accès, tu dois construire en même temps ce qui l'empêche d'en abuser. Et là, on en arrive au point où l'analogie peut devenir totale ou, au contraire, être neutralisée. Le moment où l'identité se connecte à l'argent. Parce que si l'identité est la clé de l'accès, et que la monnaie devient programmable, alors on ne parle plus seulement d'opinion, de navigation, de services en ligne, on parle de capacité de vivre normalement. C'est exactement ce qu'on va discuter dans notre prochain chapitre. On a parlé d'accès, de preuves, de droits numériques. Mais il existe un endroit où le débat cesse d'être abstrait, un endroit où liberté ne veut plus dire poster un message, mais simplement vivre. Cet endroit, c'est l'argent, parce que tant que le contrôle reste dans le domaine de l'information, on peut encore se dire « je ferai autrement, je me déconnecterai ». Je passerai par un autre service. Mais quand la même logique touche la monnaie, tu ne contournes pas un site, tu contournes la réalité. Et c'est pour ça que les monnaies numériques de banque centrale ont une aura presque mythologique. Elles ne sont pas qu'une nouvelle technologie de paiement, elles peuvent devenir un système d'autorisation, un passage de l'Internet contrôlé à la vie conditionnée. Commençons par la mécanique la plus simple. Une monnaie numérique de banque centrale, si elle est largement utilisée, n'est pas juste un euro version digitale, c'est un euro qui circule dans une infrastructure, et toute infrastructure adore une chose, l'attribution. Qui a payé, quand, où, pourquoi, et avec quel droit d'effectuer ce paiement. Là où l'argent liquide a une propriété très particulière, la discrétion, une monnaie numérique, par design, laisse une trace opérationnelle. Même si on promet des protections, la logique de base est différente. Le cash est une transaction hors registre, la monnaie numérique est une transaction dans le système. Et le moment où tu lis ce système à une identité numérique, tu obtiens une conséquence majeure, le cloisonnement entre toi et tes transactions s'amincit. Pas besoin d'imaginer une surveillance permanente pour voir le risque. Il suffit de comprendre que la possibilité technique existe et qu'elle est tentante en période de crise. Et maintenant le mot qui change tout, programmabilité. Il faut le dire clairement, ce terme peut être ambigu. Certaines personnes l'emploient pour parler d'autorisation utile, paiement plus simple, lutte contre la fraude, transactions sécurisées, mais il désigne aussi une capacité plus profonde. La possibilité de définir des règles d'usage de la monnaie. Pas juste un « Tu as de l'argent, mais tu as de l'argent utilisable sous certaines conditions. Et là, on entre dans un univers nouveau. Argent utilisable seulement dans certaines catégories, argent qui expire, argent plafonné, argent qui refuse certaines transactions. Tu vois ce que cela signifie ? On ne parle plus de taxer après coup, on parle de rendre un comportement impossible au moment même où tu essayes de l'accomplir. Le pouvoir se déplace de la loi qui sanctionne vers l'infrastructure qui empêche. C'est un basculement silencieux. À ce stade, certains se disent « mais l'État peut déjà geler des comptes ». Oui, mais c'est là qu'est la différence. La monnaie programmable change la vitesse et la granularité. Aujourd'hui, une sanction financière sérieuse implique souvent des étapes, des institutions, des procédures. Demain, une infrastructure programmable permet potentiellement une action plus directe, appliquer une règle automatiquement, prélever sans friction, bloquer une catégorie de paiement, limiter un usage au niveau individuel. C'est ce que j'appelle la coercition temps réel. Et le temps réel en politique, c'est un super pouvoir. Ça transforme une capacité exceptionnelle en levier quotidien.
Il y a un autre point qui rend la question explosive. La monnaie programmable, ça semble très bien avec l'idée des quotas. Pas besoin d'un grand discours idéologique, juste une politique publique mise en chiffres. Un quota carbone individuel par exemple, une limitation d'achat sur certains produits, une modulation automatique selon un objectif. Encore une fois, je ne dis pas que tout cela sera appliqué demain matin, je dis que l'infrastructure rend ces politiques possibles de façon très simple. Et quand quelque chose devient simple, il devient envisageable. C'est comme ça que l'administration moderne se transforme, elle ne gouverne pas seulement par règle générale, elle gouverne par paramètres. Et maintenant la partie la plus sombre, mais la plus importante à comprendre. Si une société dépend largement d'une monnaie numérique et que les alternatives disparaissent, alors l'accès à l'économie devient un point de passage. Et si ce point de passage est lié à une identité numérique, alors la désactivation de l'identité, par erreur, par sanction, par abus ou par score, peut devenir une forme d'exclusion totale. Pas tu es banni d'un réseau social, plutôt tu ne peux plus payer, tu ne peux plus vendre, tu ne peux plus te déplacer, tu ne peux plus fonctionner. C'est ce que certaines sources décrivent comme une mort numérique, une prison sans mur. Et là, tu comprends pourquoi des gens parlent de dictature 2.0, pas parce qu'il y aurait forcément des uniformes et des slogans, mais parce que le contrôle peut devenir administratif, automatique, invisible, et donc difficile à combattre. On pourrait croire que le danger vient seulement de l'État, mais le vrai danger, souvent, vient du flou de gouvernance. Qui peut changer les règles ? Un gouvernement ? Une banque centrale ? Un régulateur ? Une coalition en temps de crise ? Une mise à jour technique temporaire qui devient permanente. Le pouvoir réel ne réside pas seulement dans l'existence de la monnaie numérique, il réside dans la capacité de modifier ses paramètres. Et l'histoire montre que les paramètres, en période de panique, ont tendance à s'élargir. Le provisoire est l'ennemi préféré de la liberté. Au début de la vidéo, on parlait d'un portier à l'entrée d'Internet. Maintenant, on a vu que on parle plutôt d'infrastructure, de standards, de preuves, d'exceptions, de logique d'escalade et parfois de la tentation de connecter tout ça à la vie réelle. Alors la conclusion ne peut pas être un slogan, elle doit être un choix. Comment protéger les mineurs sans fabriquer un web où chacun doit prouver sa légitimité pour pouvoir exister ? C'est ça la question adulte. La promesse implicite de beaucoup de politiques publiques, c'est « on va empêcher tous les contournements ». Et c'est précisément là qu'on se piège, parce que la perfection en sécurité numérique, ça coûte cher, et souvent elle se paye en liberté. Donc la première décision à prendre collectivement, c'est d'accepter une vérité simple. Le but n'est pas d'atteindre le zéro contournement, le but est de réduire l'exposition des mineurs sans construire un système de surveillance généralisé. Le bon objectif, c'est la réduction du risque, pas le contrôle total. C'est moins satisfaisant dans un discours politique, mais c'est beaucoup plus sain dans une démocratie. Si on ne garde qu'une règle de toute cette vidéo, garde celle-là. On ne devrait pas avoir à prouver qui on est pour prouver ce qu'on est. Un âge, c'est un attribut, la solution la plus propre n'est pas celle qui reconnaît les gens, c'est celle qui rend inutile de les reconnaître. Et là, les technologies existent. Divulgation sélective, preuves cryptographiques, jetons d'âge, tout ce qui répond à une seule question, oui, non, et rien d'autre. C'est la différence entre un ticket et un passeport. Et ce détail, c'est une frontière civilisationnelle. Si un dispositif de vérification d'âge se généralise, il doit respecter une règle très simple. Aucun citoyen ne doit dépendre d'un outil unique pour accéder à la vie numérique. Ça veut dire des alternatives réelles, des voies d'accès non intrusives, des méthodes qui ne pénalisent pas ceux qui protègent leur vie privée et une compatibilité avec des usages légitimes de confidentialité. Un système sans sortie, c'est un système de dépendance. Et la dépendance, c'est l'autre nom de la coercition. Les intentions changent, les coalitions changent, les crises arrivent, les exceptions s'installent. Donc la vraie protection n'est pas « faites-nous confiance », la vraie protection c'est rendre certains abus techniquement et légalement difficiles, voire impossibles. Pas découragé, difficile ou impossible. Ce que ça implique très concrètement, minimisation obligatoire, interdiction d'identifiants persistants pour des preuves d'attributs. Log limité, contrôlé, audité, décision contestable rapidement, pas de sanction automatique qui coupe l'accès à la vie quotidienne,
séparation stricte des finalités. Le garde-fou le plus sérieux, c'est celui qui embarrasse le pouvoir parce qu'il empêche d'aller trop vite et trop loin. On a parfois réduit protéger les mineurs à mettre un blocage. Mais la protection réelle, durable, c'est un ensemble. De l'éducation numérique, des paramètres par défaut plus sûrs, des contrôles parentaux compréhensibles, des plateformes responsables sur la recommandation et les publicités, des sanctions sur les abus, la captation, le ciblage, l'exploitation. Une société ne protège pas les enfants uniquement en installant des portiques, elle protège les enfants en rendant l'environnement moins prédateur. Et il faut bien dire que la France a sacrément échoué sur la prévention et la sanction des violences sexuelles, et ce jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et moi, on m'a toujours appris qu'un escalier, ça se balaye par le haut et non par le bas. Internet peut devenir deux choses, un espace où l'accès est un droit, et la preuve une exception, ou un espace où l'accès est une permission, et la preuve la norme. La différence n'arrivera pas avec une annonce brutale, elle arrivera avec une suite de décisions raisonnables, des petits oui techniques, des petits c'est temporaire, des petits c'est pour votre sécurité, et un jour on se réveille dans un web où la question n'est plus qu'est-ce que je veux faire, mais est-ce que j'ai le droit de le faire. Donc voici le vrai message, protéger les mineurs est nécessaire, mais si on le fait mal, on fabrique un monde où l'enfance est protégée au prix de la liberté des adultes. Et ça, ce n'est pas un progrès, c'est un échange. Le bon futur, ce n'est pas un futur zéro risque, c'est un futur où la protection est forte et la liberté reste la norme, parce que la question finale n'est pas technologique, elle est politique, elle est morale, elle est personnelle. L'État veut toujours en savoir plus sur vous, toujours avoir plus de contrôle sur vous. À vous de décider s'il garde une porte ou s'il finit par garder le pays. Si cette vidéo vous plaît, lâchez un pouce bleu. Si elle vous plaît beaucoup, abonnez-vous. Si elle vous plaît vraiment beaucoup, dites-le partout. Ils disent, c'est pour ta sécurité. Un mot magique, un mot blindé, un bouton j'accepte comme un serment. Et ton silence devient un consentement. Chaque clic, chaque pas, chaque message classé, recoupé, mis en cage, on ne te suit pas, voyons, on optimise. Et la vie privée devient une franchise. Toujours plus de dossiers, toujours moins d'ombre, toujours plus de fils, toujours plus de nombre. Pour protéger les enfants, disent-ils en chœur. Mais c'est ton nom qu'ils veulent et ton heure. Un idée au front, un compte à ton visage, le monde en réseau. Et toi engage, ils appellent ça progrès, moi j'appelle ça contrôle. Un rêve de dictateur, en version pas drôle. Ils veulent ton identité pour entrer en ligne, que chaque parole porte ta signature maligne. Sur les réseaux, sur les forums, sur les pages. Plus de masque, plus de marge, censure propre, censure large. On ne te coupe pas, on te déréférence. On ne te condamne pas, on te modère. Et ton existence devient une préférence. Toujours plus de dossiers, toujours moins d'ombre. Toujours plus de fils, toujours plus de nombre. Pour lutter contre le terroriste, disent-ils en chœur. Mais c'est ton nom qu'ils veulent et ton heure. Un idée au front, un compte à ton visage, le monde en réseau. Et toi engage, ils appellent ça progrès, moi j'appelle ça contrôle. Un rêve de dictateur, en version pas drôle. Et puis vient la monnaie digitale, le verrou parfait, la morale bancale. On saura qui doit quoi, qui va où, qui achète et surtout qui n'a pas droit à la fête. Un ticket refusé, un trajet bloqué, un panier qui s'éteint, un compte gelé. Erreur système, risque détecté, c'est pas la prison, c'est la réalité. Tu peux disparaître sans bruit, sans procès.
Banni des écrans, rayé des accès. Plus de train, plus de soins, plus d'adresse. Juste ton existence qui cesse. Et le pire, c'est qu'on applaudit parfois parce qu'on nous a appris à avoir peur de soi. Toujours plus de dossiers, toujours moins d'ombre, toujours plus de fils, toujours plus de nombres. Pour lutter contre les fake news, disent-ils en chœur. Mais c'est ton nom qu'ils veulent et ton heure. Un idée au front, un compte à ton visage, le monde en réseau et toi en gage. Ils appellent ça progrès, moi j'appelle ça contrôle. Un rêve de dictateur en version pas drôle. Un vieux réflexe humain, ne pas tout donner, ne pas tendre les mains. Parce qu'un monde sans anonymat n'est pas un monde plus sûr. C'est juste un monde